Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à Culture et Politique, comme tous les lundis à 17h30 avec Pierre-Henri. Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs. Alors aujourd'hui nous recevons Gabriel Cluzel. Bonjour d'abord Gabriel Bonjour Cluzel et Richard. merci d'avoir Bonjour, Pierre-Henri. accepté notre Bonjour. invitation. Nous vous recevons pour votre dernier livre Yes Kids aux éditions Fayard. Et donc, alors je rappelle, les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent parfaitement Gabriel Cluzel, mais je le rappelle quand même, parce que d'abord, elle a été, pour ceux qui n'étaient pas encore auditeurs, Gabriel Cluzel a été à ce micro pendant une période, je ne sais plus de combien d'années. Plusieurs années, oui. Plusieurs années. Donc maintenant, elle est directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et chroniqueuse sur CNews et Europe 1. Europe 1. Voilà. Et donc voilà, ce livre, Yes Kids, alors je précise d'entrée de jeu comme ça, pour ceux qui Les familles n'ont pas chrétiennes compris. et mon dévi. Ah, d'accord, voilà. je savais pas. Je savais mon dévi, mais je pensais que c'était... Voilà. Voilà. Je savais pour mon dévi, je l'avais oublié. Alors, juste une petite précision pour ceux qui s'étonneraient du titre en anglais. Vous me corrigerez si je me trompe, mais il me semble c'est une réponse à un slogan qui s'appelle, donc intitulé No Kids, donc pas d'enfants. Il me semble que c'est ça, c'est une réponse Alors, à ça. c'est un mouvement, oui, presque, le No Kids, mondial. Et puis, il y a eu un livre Oui, qui s'appelle No Kids, donc, qui a été écrit par une Française, Corinne Mayer. Et il a fait grand bruit, ce livre. Il est sorti il y a quelques années. Elle a été élue la femme la plus influente de l'année par le Washington Post. Alors, l'année de sa parution, je ne veux pas me dire de bêtises, donc je ne préciserai pas l'année. C'était quelque temps déjà. Et le livre a été traduit dans 11 langues. Et c'est un vrai pamphlet contre la natalité, donc c'est dire toute l'influence qu'il a eue. Oui. Donc, de fait, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, ce titre en anglais doit leur écorcher les oreilles, mais il y a une signification. Voilà. Alors, je Il y a vous une avoue explication. que, comme quoi, l'influence de ce genre de livre, je parle d'elle, ça peut être traduit en 11 langues et avoir beaucoup de succès, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant, y compris moi. C'est pour ça qu'au début, je me suis dit pourquoi Yes Kids, c'est étonnant. C'est en vous lisant que j'ai découvert de tas de choses, d'ailleurs, pas que ça. Et puis j'ai un peu sondé, je me suis dit, je dois être complètement inculte. J'ai sondé un peu les gens autour de moi, et je vous assure qu'il y a de tas de gens qui ne sont pas au courant de ça, qui ne savent pas ce que c'est No Kids, qui ne sont pas au courant de... En fait, on vit parfois dans une bulle, on ne se rend C'est pas vrai. compte de ce qui se passe autour de nous. En interrogeant les gens, je suis tombé sur d'autres qui savaient et qui m'ont même appris encore plus de choses. En tout cas, revenons à votre sujet. Donc, vous répliquez au mouvement No Kids en disant, enfin, c'est intitulé Yes Kids, et vous argumentez avec une sorte de témoignage, une enquête, mais en même temps un témoignage que vous êtes vous-même mère de famille, nombreuse, et vous répondez avec des arguments percutants, avec un brin d'ironie, de sarcasme, que personnellement je trouve très agréable, c'est sympathique, et d'abord c'est bien, ça pique là où il faut, et puis ça défoule, j'avoue, ça nous défoule. Donc voilà, je ne sais pas, vous êtes Pierre-Henri ? Oui, alors vous Si vous commencez votre premier angle d'attaque, justement, c'est sur la question de la fécondité, et que vous élargissez après à tous les aspects successifs de la maternité. En fait, la première question qu'on pose généralement à un auteur, c'est la raison pour laquelle vous avez voulu écrire ce livre. Est-ce que vous avez pensé que cette espèce de guerre qu'on mène contre la fécondité en général, et sans doute aussi la maternité, était arrivée à une espèce de pic, ou à cause d'une autre raison, en fait? Pourquoi? Alors, écoutez, parce que j'ai senti, alors pardonnez-moi cette expression un peu cuistre, mais une puérophobie d'atmosphère. Vous voyez, il y avait Oui. une peur, je ne vais pas dire une détestation, je veux dire plutôt une peur au sens premier du terme, enfin phobie, voilà, de l'enfant et donc de la maternité. Et puis j'ai trouvé que aujourd'hui, ce dénigrement de la maternité et cette dissuasion massive auprès des jeunes femmes pour avoir des enfants, eh bien, avait fonctionné parce qu'on l'a trouvé un peu partout. Alors moi, il y a eu trois incidents, enfin je ne sais pas, trois événements, comment appeler ça, récents, qui m'ont poussé de fait à écrire ce livre, qui ont été un peu l'élément déclencheur, même si ça fait un moment que ça me travaille. Le premier, c'est une vidéo sur le média brut, média d'extrême gauche brut, d'une jeune femme de 23 ans qui explique, un peu bravache, qu'elle s'est fait ligaturer les trompes à 23 ans.
voilà, et que c'est complètement remboursé par la sécurité sociale. Donc j'ai vérifié, c'est de fait remboursé par la sécurité sociale parce que c'est même paradoxalement remboursé pour les jeunes filles de cet âge-là, de 18 à 26 ans, et pas pour les plus âgées. Les autres, c'est remboursé aussi, mais par une partie de la mutuelle. Là, c'est remboursé par la sécurité sociale parce que c'est considéré comme un moyen de contraception. Enfin, c'est un moyen de contraception. Radical et définitif. Ah, c'est définitif. Ça fait partie de ce que j'ai évoqué il y a quelques minutes, des choses que peu de gens savent. Personne ne sait ça. Moi, j'ai trouvé ça tellement incroyable. On apprend de tas de choses. J'ai trouvé ça tellement incroyable que j'ai vérifié 2 ou 3 fois. J'ai appelé plusieurs organismes. J'y ai pas cru. Je me suis dit, dans ce pays où tout est réversible, on peut changer de métier, d'études, de filière, de mari, de femme, de tout ce qu'on veut, on pose un acte aussi définitif que l'éradication de sa maternité à 23 ans est encouragée d'une certaine façon par la société. Il y a 4 mois de délai. Vous imaginez, pour une vie, on demande 4 mois de réflexion. Et donc, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Vous voyez, donc par la collectivité. Oui, par la collectivité, donc par nous. Donc ça, c'est le premier point. Et elle m'a fait de la peine. Je vais vous dire, elle m'a même pas mis en colère, elle m'a fait de la peine, cette jeune fille. Je me suis dit, elle est vraiment victime du discours récurrent qu'elle a entendu. Parce que là aussi, je peux vous raconter une petite chose. C'est une institutrice qui me dit, quand en maternelle, toutes les petites filles veulent avoir des enfants. On demande qui veut avoir des enfants, elle lève tout le doigt. À 25 ans, il n'y a plus personne. Qui a été conditionné par la société? Qui est le plus proche de l'état de nature? C'est évidemment le petit enfant, et qui a été conditionné, c'est la jeune femme. Donc c'est bien que la société dissuade à la maternité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que j'ai remarqué qu'au moment de la réforme des retraites, la mère était complètement absente. Pourtant, la retraite par répartition, qui est quand même pas très bien en point, elle ne fonctionne qu'à partir du moment où il y a des enfants, puisque c'est les cotisations des enfants qui feront vivre les retraités de demain. Sinon, c'est une pyramide de Ponzi. Eh bien, la mère a été complètement absente. Et pourtant, il y a des femmes politiques, en veux-tu, en voilà, qui ont des enfants, qui, quand on regarde, disent d'ailleurs que c'est leur plus grande joie. Yael Braun-Pivet, même Sandrine Rousseau, elle est mère de familles nombreuses. Même Ségolène Royal aussi. Ségolène Royal, elles disent elles-mêmes que dans les difficultés, celles de leurs enfants sont formidables et les ont beaucoup aidés, mais elles ne veulent pas visiblement ce bonheur formidable pour les autres, puisqu'elles n'en ont pas parlé. Alors certaines femmes, certains députés, ou Marine Le Pen en a parlé, mais aussitôt on se fait traiter de crypto-pétainiste. Un enfant, c'est pétainiste, faut le savoir aujourd'hui. Donc c'est la famille quand même... en général. Et la famille en général. Et donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que on pourrait penser que c'est un petit délire de bobo parisien. Eh bien, pas du tout. Moi, j'étais dans une boulangerie à la campagne et j'avais mes enfants. Donc, la boulangère commence à me parler. Et elle me dit, moi, je suis triste. Mes 2 filles ne veulent pas d'enfants. Je me suis dit, on est au fond de la campagne. Et alors, pour la planète, voilà, parce que ça fait partie des arguments. Et donc, et du reste, la petite jeune fille qui témoignait sur Brut disait, je l'ai expliqué à mes parents. Enfin, dans mon souvenir, c'est cela. J'ai expliqué à mes parents, ils ont très bien compris. Je vous assure, ça rend les grands-parents très malheureux parce que, évidemment, qu'ils comprennent pas. Tout d'un coup, c'est une lignée qui s'éteint. Donc, là aussi, j'ai trouvé ça tragique et je me suis dit, non mais en fait, c'est un mouvement général. Alors, à propos de conditionnement, effectivement, donc, en réalité, ça commence très tôt parce que je sais que j'ai découvert ça par hasard, que même dans les écoles privées catholiques, dès leur plus jeune âge, c'est-à-dire en 10e, 9e, on commence à donner aux enfants des dessins à faire sur sauver la planète, etc. Mais en fait, ça commence par sauver la planète et ça se termine par ne plus faire d'enfants. En fait, le premier élément, c'est défendre la planète. À partir du moment où il est bien installé, après, ça peut se multiplier sur divers sujets, y compris donc ne plus faire d'enfants pour sauver la planète, ne plus rouler en voiture, ne plus faire ci, ne plus faire ça. Ouais. Mais je remarque que la planète est devenue une personne en réalité. C'est devenu une déesse. Plus importante que nous-mêmes. Mais oui, mais il faut se sacrifier pour elle. Exactement, c'est-à-dire que c'est la différence c'est un vrai changement de conception d'ailleurs de l'écologie, parce qu'en fait, par exemple, le christianisme a toujours été écologique finalement, puisqu'il a demandé de respecter la création de Dieu, mais on appelait ça l'environnement. Et un environnement, c'est fait pour environner. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un centre qui était l'homme. Et c'est vrai qu'on se dit, à quoi bon la Terre s'il n'y a plus d'hommes? Là, c'est plus ça. C'est Gaïa, c'est une déesse. Et on doit pour elle. Vous savez, comme les déesses antiques, vous savez, on leur donnait les enfants. Là, on donne le désir maternel. Alors, moi, voilà, on doit j'avais se intitulé sacrifier. cette émission les écolos féministes et leur projet d'extinction de l'humanité. Parce qu'en fait, c'est ça, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris votre livre, donc leur projet, parce que moi je découvre, j'avais une idée à peu près, mais je ne savais pas que ça allait si loin et que c'était si répandu et que leur propagande avait si bien marché. Et donc, il faut qu'on s'éteigne, qu'on n'existe plus,
pour cette planète. Alors moi, je remarque aussi que, en fait, souvent, ces choses-là commencent par un travail auparavant. C'est-à-dire que travail un peu la Oui, il y a un dialectique. tir ça, en amont. d'artillerie Voilà. avant. Ouais. J'avais remarqué depuis un certain temps que les personnes étaient transformées en objets, nous-mêmes, et puis les objets en personnes. C'est-à-dire, moi, j'étais toujours... Ça commence par les publicitaires, généralement. Parce que les meilleurs propagandistes, ce sont les publicitaires. Et j'avais remarqué depuis un certain temps, par exemple, pour la publicité d'une voiture, on n'appelait pas une Clio, par exemple. On dit Clio. Vous voyez, donc c'est une personne. La voiture est une personne. Et lorsqu'il s'agit des personnes, ça devient des objets qu'on peut éliminer voilà, pour la planète qui est devenue la personne avec un grand P. Mais alors, vous parlez, vous, de la fertilité qui est traitée comme une maladie. Oui, ça Ça m'a c'est. frappé parce que vous expliquez un peu. Oui, alors ça, ce qui est certain, c'est que dès la première adolescence, avant même que à l'âge prénubile, pourrait-on dire, on explique aux jeunes filles que leur fécondité, c'est une maladie chronique, un peu comme le diabète ou l'hypertension, et qu'elles vont devoir donc se prémunir de leur fécondité. On ne le présente pas ça comme quelque chose qui fait partie intrinsèquement d'elles et dont elles doivent se réjouir et avec lesquelles elles vont grandir. Non, c'est un fardeau qu'elles doivent laisser au bord de la route, autant que faire se peut, ce qui engendre des grandes frustrations parce que, par exemple, quand elles prennent la pilule pendant des années et qu'elles arrêtent et qu'elles se rendent compte que finalement elles ne deviennent pas mères comme ça si vite parce que la maternité c'est fragile, la fécondité c'est un don fragile, eh bien évidemment ça génère une grande frustration. Donc finalement, on leur enseigne cette idée que la fécondité est leur ennemi. Voilà, ça c'est quand même particulier comme état d'esprit. On leur a appris, vous dites dans votre livre que ça déforme le corps. Alors il y a plein de voilà, il y a les arguments au-delà des arguments. Voilà, au-delà des arguments comment dire écologiques, il y en a d'autres. Alors il y a l'argument oui, vous l'avez dit, physique. Alors c'est vrai qu'on dit les femmes qui ont eu beaucoup d'enfants, on les décrit de mille façons, mais en tout cas ça détruit le corps. Et alors je donne cet argument, ce petit argument, je pense que c'est celui-là que vous pensez sur Angela Merkel et Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen. Voilà, bon, voilà, disons que le premier qui me vient à l'esprit, voilà. Mais c'est que Ursula von der Leyen a eu 7 enfants, Angela Merkel n'en a pas eu. Je ne sais pas si Angela Merkel est vraiment plus jolie qu'Ursula von der Leyen. On peut même faire un concours, mettre 10 femmes qui ont eu des enfants et 10 qui n'en ont pas eu, sans dire lesquelles sont là. On ne devinera pas. Voilà, on ne devinera pas. Et d'ailleurs, la maternité peut être au contraire, enfin bon, c'est peut-être pas le sujet de l'émission d'aujourd'hui, mais au contraire, une forme d'épanouissement, même physique, des femmes. Mais vous remarquerez d'ailleurs, j'en parle aussi dans mon livre, qu'à partir du moment où on a décidé de traiter la maternité comme, ou la fécondité plutôt comme une maladie chronique, eh bien la mode est venue des femmes androgynes. Dans les années 60, on est passé de Brigitte Bardot à Jane Birkin, qui était plutôt planche à pain, vous voyez, plutôt un corps de petite fille. Donc je pense qu'il y a quand même psychologiquement une explication. Donc il y a les arguments physiques, il y a les arguments économiques. On leur a dit qu'elles n'arriveront pas à faire carrière. Bon, ça c'est un vaste sujet, le travail de la femme. Même, voilà, exactement. Et puis que, je ne sais pas si vous avez vu ça récemment, que un enfant, ça coûte 250 000 € jusqu'à 25 ans, donc c'est une maison. J'ai vu cet argument développé dans la presse il y a quelques semaines. En plus de son empreinte carbone. C'est voilà, vraiment donc, une catastrophe. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc moi, vous voyez, j'ai eu 7 enfants, il me manque 7 maisons. Je ne sais pas ce que j'en aurais fait toute seule en même temps, mais bref. Donc vous voyez, tous ces arguments, c'est des arguments psychologiques aussi. On vous dit que c'est une charge mentale. Payent leur retraite. Voilà. Ça, vous le rappelez au début du livre, et à un moment donné, vous consacrez même plusieurs paragraphes dans un chapitre sur les retraites, parce que ces gens-là, après les explications que vous venez de donner, en même temps, ils oublient que, ok, très bien, ça coûte je ne sais plus combien de maisons, mais il n'y en a pas, mais qui paye leur retraite? Bah oui, parce que le problème, mais c'est d'ailleurs terrible. Je pense que j'ai une réponse à ça. Mais en fait, ils s'en fichent parce qu'ils ne veulent pas vivre. Oui, alors je pense que quand même quand ils seront à la retraite, ils seront pas fermés à l'idée que des jeunes paient leur retraite. Je ne vois pas glisser sur le sujet euthanasie, mais en fait, ça va ensemble. Oui, c'est sûr. C'est le même sûr. D'ailleurs, c'est les deux bouts de la vie. C'est une détestation des
Pardon. des deux bouts de la vie. Juste, je dis un mot et on fait la pause. C'était sur le fait que si on pourrait se dire, mais s'ils ne veulent ni faire d'enfants et mourir, très bien, on vivra très bien sans eux. Le problème, c'est que comme vous l'expliquez très bien dans votre livre, ils influent sur tout le monde. Ça infuse et ça infuse. Alors, ce qui est certain quand même, et ce qui est, et c'est à mon avis, par exemple, la gauche laïque, vous voyez, les électeurs qui étaient les électeurs de Mitterrand autrefois et qui aujourd'hui ont enfanté des enfants qui votent Mélenchon, eux, ils vont disparaître de la planète. Parce que aujourd'hui, qui a des enfants? Plutôt ceux qui ont une religion. C'est-à-dire ceux qui sont restés un peu hermétiques à tout cet état d'esprit. Donc les musulmans, les juifs orthodoxes, on a vu qu'en Israël, on ne pouvait plus les dispenser de service militaire parce qu'ils étaient devenus proportionnellement très nombreux. Donc ça montre bien qu'au bout d'un moment, la démographie change. Et puis, les catholiques, je me souviens qu'au moment de la manif pour tous, tout le monde s'était dit, mais d'où sortent tous ces enfants? Eh bien, quand on aime la vie, ça se voit. Pause pour Bobino, on se retrouve. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors on reprend cette émission. Ouais, moi je voulais vous relancer sur l'argumentaire économico-social et qui est sans doute beaucoup plus répandu que l'éco-anxiété, comme on dit, et l'idéologie écolo, encore qu'elle ait beaucoup progressé cette dernière décennie, en tout cas en Occident, c'est l'argumentaire sur la carrière. Mais pourquoi veux-tu avoir des enfants et surtout aussi jeune? Que vas-tu faire? Quelle carrière vas-tu faire? Pourquoi ne penses-tu pas à ta carrière? Ça, c'est quelque chose que je trouve assez symptomatique d'une espèce d'état d'esprit qui s'est répandu en Occident et qui valorise cette idée de carrière. Alors, c'est très bien de s'épanouir dans son métier, mais est-ce que ce n'est pas derrière quand même aussi une gigantesque illusion que dans laquelle beaucoup veulent se projeter en fait? Oui, mon avis, ça s'inscrit plus largement dans l'idée qu'une femme va se dissoudre dans sa maternité. C'est-à-dire qu'en ayant des enfants, elle va disparaître, elle va se sacrifier complètement pour son enfant. Donc, d'ailleurs, du reste, c'est pour ça que je n'aime pas quand on me dit « Mais qu'est-ce que ça a changé en toi, la maternité ?» Je dis « Ça n'a rien changé. Moi, je suis restée la même. J'ai les mêmes amis. Richard peut en témoigner. J'ai les mêmes centres d'intérêt. Simplement, ça vous apporte quelque chose en plus. Ça développe, à mon avis, un supplément d'humanité. Mais donc, la femme ne se dissout pas dans la maternité. Je rappelle que les plus grandes femmes, ou en tout cas parmi les plus grandes, celles qui aujourd'hui sont encore étudiées à l'école et dans les études supérieures, elles étaient mères, c'était des écrivains. Et non seulement elles ont été écrivains malgré leurs enfants, mais elles ont même été écrivains à cause de leurs enfants, grâce à leurs enfants. C'est Comtesse de Ségur et Madame de Sévigné. C'est vraiment leur enfant a été la source de leur inspiration. Je rappelle que Zélie Martin, qui a quand même pas si mal élevé ses enfants, c'était pas des délinquants, elle s'est bien débrouillée. La mère de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle avait une entreprise de dentelle. Elle était denteleur, son mari a même arrêté de bosser de travailler pour la rejoindre. Elle avait des vraies préoccupations de chef d'entreprise. Donc la maternité n'a jamais empêcher d'autres activités. C'est vrai qu'il y a des aménagements nécessaires dans la vie professionnelle qui sont pas, c'est pas la société qui y force, c'est simplement la mère qui les recherche parce qu'elle a cet attachement particulier pour son petit qui fait que elle a aussi, mais tout a été nié sur ce sujet, qui fait qu'elle a envie de ces aménagements. Il y a deux choses sur ce sujet que vous évoquez aussi dans le livre. C'est d'abord le préjugé d'incompétence et d'inculture des un peu de mamans, bêtises, voilà, qui vous démontrez le contraire. Et puis en même temps sur le côté carrière, effectivement, donc on explique que ça empêcherait la carrière. Vous donnez l'exemple d'enrichissement intellectuel, je veux dire. Lorsqu'on a des enfants, vous expliquez que c'est aussi une richesse. On apprend des choses. Même parfois plus intéressante que ce que l'on peut apprendre dans un poste de travail. Elle dit par exemple, Corinne Mayer, mais parce que ça m'a frappé, elle dit parmi les arguments, vous savez, son livre, donc No Kids, c'est 40 arguments pour ne pas avoir d'enfants. Alors c'est très fallacieux en plus, parce qu'elle fait comme si les enfants restaient à 18 mois toute leur vie, donc c'est un peu ridicule. Mais elle dit, vous ne pourrez plus voyager. Bon, déjà c'est idiot, parce qu'on peut voyager avec des enfants, c'est vrai qu'on ne voyage pas de la même façon quand ils sont tout petits, mais déjà voyager avec ses enfants, c'est très intéressant, avec des adolescents, et c'est un
un charme particulier parce qu'on transmet. Mais en plus, je me souviens de cette phrase de Marguerite Duras qui, bien que féministe et aimait vanter la maternité, c'est bien la seule. Et elle disait, mais il faut avoir des enfants, ne pas en avoir, c'est se priver de la connaissance de la moitié du monde. Et c'est vrai que c'est quand même un peu curieux de vouloir absolument aller rencontrer les enfants des autres à l'autre bout du monde et pas avoir la curiosité de rencontrer ses propres enfants en 11 ans, voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, tout cela, me semble-t-il, peut être facilement démonté. Moi, ce qui me frappe quand on regarde au fond des choses, c'est que c'est l'Occident qui est quand même au premier chef frappé par cela. Et quand vous regardez les déclarations d'Yves Cochet, il dit, écoutez, n'ayons pas d'enfants pour la planète, puisque c'est quelqu'un qui est d'Europe Écologie Les Verts, ça nous permettra d'accueillir les enfants des autres. Alors, je vois pas bien pourquoi les enfants des autres seraient moins polluants que les nôtres. Donc, c'est quand même le renversement de la fable de La Fontaine. Vous savez, l'aigle et le hibou, mes petits sont beaux, mignons, parfaits. Non, nous, on préfère les enfants des autres. Mais c'est quand même ahurissant. Et puis, c'est une façon, finalement, de se détester. Parce que c'est vrai qu'il faut se dupliquer, il faut s'aimer. Donc, c'est une façon de dire aux Occidentaux, vous ne méritez pas de vous reproduire. Et vous méritez d'être remplacé en même temps. Oui, par d'autres gens qui valent mieux que vous. Et c'est vrai que quand je cite ce bouquin qui s'appelle Enfants de nazis, où l'auteur dit que les enfants de nazis n'ont pas voulu se reproduire parce qu'ils ne voulaient pas transmettre leurs gènes. Alors, c'est pas, évidemment pas la même chose, mais les Occidentaux, on leur dit, alors vous avez colonisé, si vous êtes un homme, vous avez opprimé les femmes, vous avez opprimé les autres espèces, vous savez que l'antispécisme, vous avez respiré, donc vous polluez la planète, donc vous ne méritez pas de vivre. Et je pense qu'au fond, il y a une détestation de soi et puis une façon aussi d'éteindre notre civilisation. Parce que, vous savez, quand vous aurez... La punir, en quelque sorte. Oui, mais même la détruire, parce que la punir, et puis aussi, quand vous aurez détruit toutes les statues, abattu tous les monuments, brûlé tous les livres, interdit tous les propos, il reste quand même un petit bout de civilisation sur pattes. C'est ce que vous avez transmis, les mœurs, la façon de vivre, vos pensées profondes, dans l'intimité de votre vie familiale à vos enfants. Tant qu'il restera des petits-enfants occidentaux, cette civilisation perdurera. Et je crois qu'au fond, alors c'est conscient ou pas, c'est plus ou moins chez les uns ou chez les autres, mais il y a cette idée que finalement nous devons disparaître. Alors vous abordez l'amour qu'on a pour ses enfants et l'amour que ça nous, la fierté que ça apporte aussi aux parents, et vous expliquez que un peu le lien entre les parents, notamment les mères, mais pas que, le père aussi, mais surtout la mère, parce que la mère porte l'enfant, donc c'est un peu, il y a un rapport supérieur par rapport à l'homme. Et vous expliquez que c'est une sorte de richesse pour vous, ce que vous appelez l'amour qu'on a pour ses enfants. Alors, vous expliquez ça c'est assez long, c'est pas mal, c'est bien expliqué, mais si vous pouvez dire un peu aux auditeurs comment parce que tout le monde comprend ce que c'est l'amour pour ses enfants, mais pour vous, c'est quelque chose que les autres ne peuvent pas comprendre. Déjà, l'amour d'un parent... Aimer ses enfants plus que soi-même, vous dites. Voilà, moi je pense que les enfants, c'est les seuls pour lesquels on est prêt à mourir. Oui. Voilà, on va être très franc. C'est un prolongement de soi qu'on aime mieux que soi. C'est quand même assez énorme. D'ailleurs, c'est une expérience de vie. C'est en cela, du reste, que je trouve que c'est une maltraitance de pousser les femmes à ne pas avoir d'enfants, parce que c'est une expérience sentimentale, je ne sais pas comment on peut dire, sensorielle, psychologique, qui n'a pas d'équivalent. Et donc, c'est une exacerbation des sentiments, l'amour, mais aussi l'inquiétude, la souffrance. Moi, j'ai vu des mères qui ont souffert, j'en parle, et du reste, depuis la disparition de ce livre, il y en a d'autres qui m'ont écrit de façon assez touchante, qui ont perdu des enfants, etc. Et tout cela, vous savez, souffrir, c'est toujours vivre, disait Dostoïevski, c'est finalement vivre de façon intense. Et alors, c'est vécu aussi par les pères, mais je pense que les mères, par le côté intensément charnel, le vivent encore plus intensément. C'est d'ailleurs pour ça que je cite cet exemple de la fausse couche. Souvent, qu'il y a une fausse couche, les pères ne comprennent pas le chagrin des mères, parce que quelquefois, c'est une grossesse à peine esquissée, et les femmes sont au 4e dessous, mais parce qu'elles l'ont vécu dans leur chair. Donc pour elles, c'était déjà un enfant. C'est cet aspect éminemment charnel, justement, du lien mère-enfant. Il est intégralement nié par la GPA, qu'on va finir par nous coller, par nous légaliser tôt ou tard. Parce que là, la mère porteuse,
ce que les Anglais appellent la surrogate ou je ne sais plus quoi. Bien sûr, En effet, c'est une force de travail, comme disait Pierre Berger. C'est d'ailleurs... non, mais alors ça, on peut s'arrêter un instant dessus, mais ils le savent très bien. Ils le savent tellement qu'en fait, c'est pas neutre, que c'est pas seulement un incubateur, le ventre d'une femme. C'est que dans le cadre de la GPA, ils vont chercher l'ovocyte d'une femme qu'ils vont mettre dans l'utérus d'une autre femme. Vous voyez, il y a la porteuse, il y a la génitrice et la porteuse. Parce qu'ils ont trop peur qu'à la naissance... Oui, elle refuse de rendre le... Bah oui, mais là, on lui dit, ah bah non, tu vois, c'est pas ton enfant puisque c'est l'ovocyte d'une autre femme. Donc, vous voyez, la perversité de l'affaire. Et du reste, vous savez, les féministes parlent souvent pour finir avec la GPA, d'un syndrome qui s'appelle ou l'effet, je ne sais plus comment ils appellent ça, Mathilda. Vous savez, Mathilda, c'est le nom d'une femme qui était savante et qui travaillait avec un homme, et l'homme l'aurait invisibilisé pour reprendre à son compte les travaux. L'effet Mathilda dans la GPA, il est bien présent, hein, mais on parle de salle de travail, c'est la femme qui travaille, c'est pas les hommes, et tout ça a été mis de côté. Et ce que je dis là, ça rejoint un peu l'idée de mon livre que, en fait, il n'y a pas de féminisme qui défende la maternité, et en cela, c'est quand même une grande imposture. Vous avez dit il y a quelques minutes, et c'est dans votre livre, il faut s'aimer soi-même pour faire des enfants. Et ça m'a rappelé une phrase que disait ma grand-mère. Elle disait « Qui accouche ne meurt jamais ». Oui. C'est beau, c'est ça. C'est ça, mais c'est valable pour les hommes aussi d'ailleurs. Bien c'est sûr. une question de ressent, mais encore plus pour les femmes, bien évidemment. C'est vrai pour les hommes aussi, c'est que c'est une continuité. Oui, c'est une continuité. Et moi, elle disait ça d'ailleurs pour dire qu'on ressemble. Quand un enfant ressemblait à son père ou à son grand-père, elle disait voilà, c'est une preuve que pour les femmes, on dit quand on accouche, on ne meurt jamais, et pour les hommes, quand on a des enfants, on ne meurt jamais. Mais c'est très beau, je trouve, comme formule, et c'est tout à fait ça. Et du reste, je cite aussi la reine Victoria. Vous voyez, la reine Victoria, on l'a appelée la grand-mère de l'Europe. Finalement, elle a régné d'une certaine façon sur l'Europe par la vie, quand les hommes ont fait la guerre. C'était plutôt par la mort. Alors, avant les références. Avant de rappeler les références du livre, en un mot juste, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un problème totalement occidental, et que si jamais par malheur la civilisation occidentale s'éteint à cause de cela, ce sont d'autres civilisations qui vont nous remplacer, parce que chez eux, ils ne sont pas touchés par ça. Enfin, je veux dire, il y a des civilisations lointaines, musulmanes ou autres, qui n'est absolument pas touchées par ça. C'est occidental, et puis peut-être quand même en Asie aussi. Vous savez, en Chine aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'enfants. En fait, c'est le propre des civilisations matérialistes aussi, sans doute. Gabrielle Cluzel, merci beaucoup. Yes Kids chez Fayard. Voilà, disponible chez tous les bons libraires. Et on se retrouve dans une semaine pour Culture et Politique. Merci beaucoup.